Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va débriefer le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec un petit peu de retard, mais avec le cyclisme, c'est pas toujours facile de faire les débriefs en temps et en heure. Débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan, il s'est passé beaucoup de choses sur cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On va commencer ce Grand Prix d'Azerbaïdjan par Pirelli. Pirelli et les pneus. Encore une fois, un problème avec les pneus, j'ai l'impression que c'est un peu une ritournelle quand même en Formule 1. Les problèmes des pneus Pirelli. Pirelli, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Ils sont arrivés en 2012. Ça fait depuis 10 ans qu'on a des problèmes avec les pneus. Alors, à un moment, il va falloir quand même se poser des questions. Premièrement, les pneus, est-ce que c'est un problème avec le cahier des charges de la FIA? Est-ce que la FIA demande à ce que les pneus coûtent pas cher, ce qui fait qu'on a des pneus un petit peu merdiques? Est-ce que c'est la FIA? La FIA demande à ce que les pneus s'usent rapidement, voilà, on va dire que les pneus ne puissent pas faire tout le Grand Prix. Donc, est-ce que c'est ça le problème? Moi, je ne considère pas que ça soit le 100% du problème. Certes, on demande des pneus, je pense qu'on demande des pneus qui coûtent pas cher, on demande des pneus au rabais. On a un premier problème, c'est le fait qu'on ait un manufacturier unique de pneus. On a un seul constructeur de pneus. Et dans toutes les catégories, je dirais que quand vous n'avez plus qu'un seul manufacturier de pneus, ça se passe assez mal. Le rallye notamment, on a perdu énormément dans la qualité des pneus en rallye. Ils étaient bien plus performants il y a 15 ans. Alors en endurance, on va commencer à arriver dans cette situation-là avec Goodyear. Mais aujourd'hui, quand on a un manufacturier unique, on n'essaye pas d'aller vers de la performance. On essaye d'aller plutôt vers de l'économie d'argent. Et je pense que c'est là où on a un problème. C'est qu'en F1, au niveau des pneus, on fait des économies. Et elles se voient, les économies. Alors je trouve que Bridgestone avait fait vraiment du bon travail sur les 2 dernières années. 2010-2011, on a des bons pneus chez Bridgestone et puis un bel écart de performance entre soft et hard. Ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, on avait les 2 pneus étaient très similaires. Mais depuis que c'est Pirelli, on a toujours eu des problèmes avec les pneus. Alors soit on a eu à un moment c'était incompréhensible la manière dont fonctionnaient les pneus. Là, c'est un peu plus compréhensible, mais ça reste un peu quand même pénible. Vous savez, avec les hyper soft, les super soft, les soft, les ultra soft, on a eu, c'était infernal. Mais on a des pneus aujourd'hui qui sont de mauvaise qualité parce qu'on a un manufacturier unique et l'objectif n'est pas de faire des pneus performants, faire des pneus rapides, c'est faire des pneus qui coûtent pas cher. Voilà. C'est ça, on demande est-ce que les pneus coûtent tant, et bien Pirelli essaye qu'ils coûtent tant. Après, il y a des lacunes au niveau du travail fait sur les pneus. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème, c'est que Pirelli est présent en Formule 1, mais également en rallye. Ce sont 2 disciplines qui demandent un énorme travail de développement. On voit qu'en rallye, ils ont énormément de problèmes avec leurs pneus. Ils sont présents également en GT, du côté du GT3, c'est eux qui fournissent la majorité des pneus du GT3. Ils sont également présents dans les championnats nationaux, notamment le championnat de France, ce sont des pneus Pirelli. Je crois qu'au bout d'un moment, il y a juste une accumulation de catégories. Je parle même pas des pneus moto en superbike. Au bout d'un moment, ils peuvent pas sortir autant de pneus et surtout ne peuvent pas faire autant de catégories différentes sans qu'à un moment il y ait des lacunes. Je pense qu'en F1 aujourd'hui, vous pouvez pas faire la F1, le rallye. Même Michelin, quand il faisait la F1, les pneus de rallye n'étaient pas excellentissimes. Pirelli faisait des très très bons pneus à l'époque en rallye parce qu'ils n'étaient pas en F1. Et comme Michelin, depuis qu'ils sont en moto, ils se sont désengagés de plusieurs catégories pour avoir des pneus de moto qui soient pas trop mauvais. Je trouve qu'en moto, ils arrivent à s'en sortir pas trop mal Michelin. Dans d'autres catégories, c'était un peu compliqué. En moto, ils arrivent à s'en sortir pas trop mal au niveau de la MotoGP. Par contre, on voit en endurance où il y a de la concurrence, souvent Bridgestone est devant, voire Dunlop. Et puis du côté de Pirelli, je pense qu'il y a un vrai problème dans la fabrication des pneus parce que ce qui est assez incroyable, c'est que Verstappen, le tour d'avant, il fait le record du tour. Voilà. Et ensuite, son pneu se déchire d'un coup. Et Stroll, c'est pareil. Avant, il roule à 3 dixièmes de Verstappen et ensuite le pneu explose. Qu'on ait des pneus qui s'usent, ok, rapidement. Par contre, qu'on ait des pneus qui soient incompréhensibles, non. Là, on a quand même un pneu qui s'est déchiré sans signe avant-coureur au niveau des capteurs, sans que ça soit visible à l'œil, nu.
sans que le pilote s'en aperçoive. Il n'y avait pas de vibration, il n'y avait rien. Ça, c'est pas normal. Un pneu, il doit se dégrader de manière logique. Et ça doit se voir que le pneu perd de performance. Le problème, c'est que les pneus de Pirelli en Formule 1, on a des chutes de performance brutales, on a donc des fois des déchirures de pneus qui arrivent, on ne sait pas trop comment. On a des pneus également qui ont une plage de température de 2 ou 3 degrés pour un fonctionnement optimal, sinon ils ne fonctionnent pas. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe depuis de nombreuses années. Après, j'ai l'impression que du côté de la F1, ça ne gêne pas grand monde du côté de la direction de la Formule 1. Moi, je trouve ça assez inqualifiable. Ma note du Grand Prix, j'ai mis 15 sur 20. Difficile à noter ce Grand Prix parce que, certes, il a été spectaculaire, mais il est spectaculaire à cause de choses qui n'auraient pas dû se produire. Donc c'est pour ça que j'ai mis 15 sur 20. Si on va dire que les dépassements s'étaient produits de manière, on va dire, naturelle, avec un accident d'une erreur de Verstappen et d'une erreur de Stroll, ok. Mais là, les accidents ne sont pas dus à des erreurs. Donc c'est pour ça que je mets 15 sur 20. J'ai passé un bon moment en regardant cette course. Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai passé un mauvais moment pour de mauvaises raisons. Donc c'est pour ça que je mets 15 sur 20. On passe au bilan du week-end. Je commence par les Français avec Pierre Gasly. Moi, j'ai mis 17 sur 20 à Pierre. Le spécialiste des courses à rebondissement, Interlagos, Monza, maintenant Bakou, parce que ce week-end il avait déjà un très très bon rythme, je rappelle en tête des essais libres 3, mais également très performant. Je dirais que la 4e place est presque décevante en qualification, presque, parce qu'on pouvait se dire qu'il pouvait peut-être jouer la première ligne, et il en a manqué. Il arrive à faire 3e de la course avec un problème moteur. Ça, c'est aussi assez incroyable. C'est-à-dire que le moteur ne fonctionnait pas à 100%, il perdait de la puissance. Il arrive à bloquer Charles Leclerc, ce qui montre que le moteur Ferrari, il a encore d'énormes progrès à faire, en passant. Mais du côté de Pierre Gasly, moi, j'ai adoré sa course. Encore une fois, course pleine d'intelligence. Il s'est arrêté... il a bien couru, quoi. Il a bien couru. Quand tu vois son rythme en course, il est plutôt bon. Il gère bien les pneus. Il y a le débat maintenant pour savoir s'il va aller chez Mercedes. Très clairement, s'il allait chez Mercedes aujourd'hui, pour moi, ça serait pas une erreur de casting de la part de Mercedes. Parce qu'aujourd'hui, Pierre Gasly, il mériterait d'être dans un top team. Alors on pense que chez Red Bull, c'est un peu bouché. Puis je pense que l'univers Red Bull est très destructeur. Par contre, quand on voit aujourd'hui Mercedes, quand tu vois le niveau de Bottas, quand on voit également, pourquoi pas Alpine, pourquoi pas aussi McLaren, quand on voit le niveau de Ricciardo, ça peut être des pistes intéressantes. Alors est-ce que ça sera cette année, enfin l'année prochaine? Difficile à dire, mais on sait que Lewis Hamilton, il y a une réflexion qui est en cours. Déjà, il y a est-ce qu'il va vraiment se bagarrer pour la gagne cette année? Et puis deuxièmement, on sait que du côté d'Hamilton, on réfléchit aussi à le fait qu'il soit pas tout jeune. Tout jeune, c'est-à-dire qu'il a envie de faire des choses à côté, et le temps tourne. Donc même s'il y a une belle bagarre cette année, je suis pas sûr qu'il reste en F1, surtout qu'il aura plus de record à aller chercher. Il n'y aura plus de record à la fin de l'année s'il est sur un rythme énorme. Il aura 8 titres de champion du monde, il aura tout fait. Donc est-ce qu'il trouvera encore un intérêt? Je ne suis pas sûr, même si les voitures 2022 ont l'air d'être assez intéressantes. Donc du côté de Pierre Gasly, c'est sûr que Mercedes, ça ne serait pas un mauvais choix, et puis ça reste un très très bon pilote. Moi je pense qu'il est en très grande forme. Je continue avec Esteban Ocon, 9 sur 20 pour Esteban Ocon, week-end frustrant. Pour moi, il y avait la possibilité de marquer des points ce week-end. Esteban Ocon, quand on voit que Vettel finit 2e, Ocon, il aurait peut-être pu finir 4 ou 5. Voilà, donc c'est des gros points ratés de la part d'Esteban. Problème moteur assez vite en course, on a vu la fumée, ça pardonne pas. Est-ce que c'était un problème qui était vérifiable avant le Grand Prix? Est-ce qu'on a manqué un petit peu de travail? Est-ce que c'est dû au contact avec le mur en qualification qui a pu engendrer un souci moteur? Bon, ça c'est à Alpine de régler ce problème-là. Mais c'est dommage, du côté de Esteban, ça fait 2 grands prix, on va dire, où c'est moyen
Alors là, je mets une 9 sur 20 parce que c'est vrai que c'est très frustrant. Mais je pense qu'il y avait quand même un petit souci de rythme en qualification et sur le début du week-end pour Esteban Ocon. Je passe au pilote au top, je commence avec Sébastien Vettel. Moi, j'ai mis 19 sur 20 pour Sébastien Vettel. Pas grand chose à dire, hein. Quand vous partez 11e sur la grille et que vous finissez 2e du Grand Prix, c'est que vous avez fait une putain de remontée. Il avait un super rythme. Le fait d'avoir gardé les pneus softs, c'était très intelligent. Très intelligent parce que les softs ne s'usaient pas. Beaucoup de pilotes se sont arrêtés. Je pense qu'on fait une erreur de s'arrêter aussitôt dans le Grand Prix parce qu'on voyait que c'était que du graining sur le pneu. C'était pas de l'usure. Donc on pouvait garder les softs très 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 longtemps. Et ce qui fait qu'après, il a eu des pneus bien plus frais que ses adversaires Vettel. Et ça l'a aidé sur le deuxième run. Et puis après, sur la fin de course, très très bon, avec une voiture qui a pris un bon départ également. Bon, chapeau Sébastien Vettel, mais il aime les Grands Prix en ville. Hein. Je rappelle sa dernière victoire, c'est Singapour. Il aime les Grands Prix à rebondissement. Son dernier podium, c'était la Turquie. Donc des circuits où il y avait eu une course très animée. C'est dans ce genre de cas où on se dit, Vettel n'est pas mort. Voilà, depuis le début de saison, on avait des doutes sur Sébastien Vettel. Déjà à Monaco, c'était pas mal. Hein. Moi, j'avais mis un 16 sur 20 à Vettel, qui avait fait une belle course. Là encore, ça montre qu'il n'est pas mort. Sébastien Vettel, ça reste un très bon pilote. On avait des doutes sur sa motivation. Moi, j'avais des doutes sur sa motivation, mais il est encore motivé. Et ça reste encore un quadruple champion du monde. Et quand souvent on a du mal à situer Sébastien Vettel dans l'histoire, avec ce genre de course, on se dit Sébastien Vettel, il est quand même pas branquignol. C'est pas un champion du monde à qui on a donné les titres. Non, ça reste un très bon pilote. De toute façon, on peut vous donner un titre. Pour vous donner 2 titres, on vous en donne pas 4. Donc il y a aussi du pilotage. Il a explosé Weber. Weber, c'était pas un branquignol non plus. Son adversaire, c'était pas juste parce que Weber avait des soucis avec technique avec sa voiture assez régulièrement. Je continue avec Perez, 18 sur 20 pour Perez, victoire, très bon week-end de la part de Sergio. Presque une déception la qualification parce qu'il s'élance 6ème sur la grille de départ alors que son rythme vraiment sur un tour était bien meilleur, mais il y a encore un souci pour Perez, c'est de réussir à être performant sur un tour lancé. Là on voit qu'il en manquait encore un petit peu, mais du côté de Perez, la course, il a un très très bon rythme. À un moment, il était très très proche de Verstappen. Il avait vraiment du rythme. En course, c'est un pilote du dimanche, comme je le dis toujours. Perez, ça fait partie de ces pilotes qui sont pas forcément très très bons en essai libre. Par contre, le dimanche, ce sont des racers. C'est des pilotes qui adorent ça, qui adorent les dépassements, qui adorent la confrontation, qui adorent la bagarre. Et il a encore super course de la part de Perez. Deuxième victoire dans sa carrière. Il a mis moins de temps entre la première et la deuxième que pour aller chercher la première, c'est Sergio Perez. Et puis ça montre également à Red Bull que moi j'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo où j'avais dit, est-ce que c'est Bottas ou Perez qui ferait perdre le titre? Pour moi c'était plus Bottas qui était en situation délicate que Perez. Parce que Perez, les mecs qui sont passés avant lui n'avaient pas eu d'impact sur le titre. Donc même si lui il a un léger impact sur le titre, ça sera déjà cool pour Red Bull, ça sera déjà mieux que d'habitude. Et là, beau travail de la part de Red Bull et beau travail de la part de Perez. Red Bull qui avait quand même une super voiture ce week-end, avec également un très beau moteur Honda. Je continue avec Verstappen, 15 sur 20. Compliqué de juger le week-end de Verstappen. Certes, il rate la qualification. Un peu, il se retrouve à 3/10. Qualification, on a quand même 4 drapeaux rouges, donc voilà, plus d'1h40 de qualif, c'est très très long, donc c'est pas forcément facile à gérer. En course, il avait un super rythme jusqu'à la crevaison. Normalement, il aurait dû gagner le Grand Prix, donc alors peut-être qu'il a un peu trop attaqué à un moment, mais en même temps, Perez avait un bon rythme. Je crois que c'est surtout que les pneus ne tenaient pas. Et en passant, en parlant des pneus, beaucoup de personnes se sont interloquées sur le drapeau rouge. Alors certains pensent que c'était pour relancer le suspense. Moi j'ai une autre approche de ce drapeau rouge. Pour moi on avait le temps de sortir la voiture assez rapidement, même si on sait qu'à Bakou, et encore ils ont fait des progrès quand même les commissaires en 2 ans, mais ce ne sont pas les plus rapides au monde. Mais je pense surtout, c'est que du côté de la FIA, on s'est dit, ça fait 2 crevaisons sur le même pneu. S'il y a un pilote qui crève sous safety car, on va quand même passer pour des cons. Donc autant foutre le drapeau rouge, les mecs pourront changer de pneus et on n'aura pas de problème. Parce que ce soit Hamilton ou d'autres, les pneus étaient déchirés.
quand ils se sont arrêtés au stand. Donc c'est-à-dire qu'on aurait eu plus d'une crevaison pendant ce Grand Prix. Et imaginons une crevaison sous safety car, ça reste quand même quelque chose de dangereux. Je pense que du côté de la FIA, on a plutôt joué la sécurité. Côté de Verstappen, 15 sur 20, bon voilà. Encore une fois, il limite quand même bien la situation parce que du fait qu'Hamilton rate complètement son Grand Prix, eh bien il s'en sort quand même pas trop mal, Verstappen. Il perd pas de points au championnat, ce qui est quand même plutôt intéressant. Je continue avec Leclerc, j'ai mis 15 sur 20 à Leclerc. La qualification, elle est exceptionnelle. Sur un circuit où le moteur a quand même son importance, il a été très très bon, il a sorti encore un tour assez formidable. Je rappelle qu'il colle quand même 358 millièmes à Carlos Sainz. Il a été devant Carlos Sainz encore une fois tout le week-end, notre ami Leclerc. Moi j'ai un peu plus de regrets par rapport à la course. Alors certes il y a le problème moteur, mais je trouve quand même que son rythme de course aurait pu être un peu meilleur. C'est vrai qu'il y a le moteur, bien entendu. Peut-être qu'ils ont déchargé la voiture au niveau aéro et que ça les gênait au niveau fonctionnement de pneus. Après, encore une fois, est-ce qu'en Azerbaïdjan, on devrait avoir une zone DRS dans cette longue ligne droite des stands? Je suis pas sûr. Très clairement, autant sur la deuxième, oui, il y a un intérêt pour se rapprocher, autant sur celle-là, je trouve que le DRS fait qu'on peut pas se défendre, alors que sans le DRS, et on a vu pour Pierre Gasly, on peut se défendre, parce qu'on peut reprendre l'aspiration derrière, donc ça peut être très intéressant. Je trouve que ça ferait des bagarres beaucoup plus intéressantes si on mettait pas le DRS. Du côté de Leclerc, voilà, dommage, le manque de rythme, on va dire, en course, mais encore une fois, 2 pôles sur 2 pistes en ville, on voit que le châssis est très bon. Je pense qu'en Hongrie, c'est une voiture sur laquelle il faudra compter, parce que voilà, ça sera une piste qui pourrait être intéressante. Pourquoi pas le Grand Prix du Japon également, surtout s'il faut encore des petites améliorations sur la voiture, ça peut être très intéressant. Je continue avec Norris, j'ai mis 14 sur 20 Norris. Très bon week-end. Voilà. Non, Norris, il a été très bon. Il a fait ce qu'il fallait faire. Je crois que voilà, c'est un pilote qui vraiment cette année est très régulier en étant encore plus performant. Donc non, très bon week-end de la part de Norris qui fait 5e du Grand Prix. Avec une qualification qui avait été un petit peu moyenne, mais on voyait quand même que les McLaren n'étaient pas forcément au top sur ce week-end, avec une 9e place sur la grille, mais en qualif il avait fait -3, donc il était 6e en qualification. Dommage le drapeau rouge en passant, l'erreur qu'a fait McLaren pour Norris. Bon voilà, après bon week-end de course pour lui et très bon travail de ce pilote là qui s'améliore de week-end en week-end. J'ai mis 13 sur 20 à 2 pilotes. D'un côté Alonso, énorme restart. Le dernier restart il est exceptionnel de la part d'Alonso, mais c'est là où on voit encore qu'un champion du monde ne meurt jamais. Et puis pendant le Grand Prix, il marque quand même 6 points en étant assez loin en termes de performance en qualification. Parce que je rappelle qu'en qualif, Alonso partait 8e en qualification, en partant quand même de loin, c'était un peu comme Vettel. Je trouve quand même qu'il a eu un bon rythme pendant tout le week-end. Ça en est plutôt très très bien sorti sur une piste sur laquelle il n'avait pas roulé depuis longtemps. Même si ses adversaires aussi, on n'avait pas roulé sur cette piste depuis 2019. Mais lui n'avait pas fait le Grand Prix 2019. Donc du côté d'Alonso, très bon week-end, 13 sur 20. Week-end solide. Pareil pour Raikkonen, 13 sur 20. Week-end là aussi solide de la part du pilote finlandais qui marque le premier point d'Alfa Romeo. Très bon travail. Alfa Romeo qui est quand même un peu décevant, on va dire, en termes de rythme. Quand on voit ce que fait Ferrari aujourd'hui, on se dit ils ont peut-être pas hyper bien travaillé cet hiver. Alors je pense qu'eux ils sont déjà sur le projet 2022, comme beaucoup d'équipes qui ont arrêté le développement de leur voiture. La hiérarchie va pas énormément changer dans les semaines à venir, parce que on travaille maintenant très intensément sur 2022. On a vu notamment chez Ferrari, il y a eu une réorganisation, notamment Mattia Binotto a quitté la passerelle de commandement, donc il y a un énorme travail qui va être fait dans les semaines à venir pour beaucoup d'équipes. Donc du côté de Raikkonen, 13 sur 20 aussi, un champion du monde ne meurt jamais, très bonne course, solide, et il s'est bien battu.
On a retrouvé peut-être un Raikkonen motivé et performant, ce qui fait toujours plaisir. Stroll, 12 sur 20. C'est un peu comme Verstappen. Je note, sans la crevaison, il avait un très bon rythme. Alors après, est-ce qu'il aurait pu monter dans le top 5 ? C'est une autre question. Mais il avait un très très bon rythme avec les pneus hard. Il a fait vraiment du très très bon travail. Dommage encore une fois cette crevaison, mais qui n'est pas de sa faute. Donc voilà. Moi je mets 12 sur 20 parce qu'il y a le crash en qualification. Et que pour moi, le crash en qualification, je lui mets plus une pénalité là-dessus au niveau de sa notation plutôt que le crash en course. Tsunoda, 11 sur 20. Certes, des points pour Tsunoda, 7ème. Malgré tout, 4 places derrière son coéquipier. En qualification, pareil. Certes, il est rapide, mais encore 3 places derrière son équipier. Et à 6 dixièmes, l'écart entre chrono est assez important. Et puis surtout, son clash avec son ingénieur. Son ingénieur, il lui fait quand même ferme ta gueule, quoi. En pleine course. Pour un pilote qui dit qu'il doit se calmer, ouais. Ça n'a pas dû plaire à Red Bull ni à Franz Tost. Quand vous êtes déjà un peu sur la sellette, quand même, parce que Tsunoda, à se mentir que le début de saison n'a pas plu au personnel de Red Bull, surtout son attitude n'a pas plu, au-delà de sa saison et de son niveau de performance. On essaye vraiment de se faire petit dans ce genre de situation. Je rappelle qu'il a déménagé en Italie. C'est Franz Tost maintenant qui va le gérer. Franz Tost, c'est la personne, je pense, la main joyeuse au monde. Donc ça risque d'être redressage sévère, on va dire, pour le pilote japonais. C'est là où on voit que c'est un pilote qui manque d'expérience. Arrivé au bout de 4 années, quasiment 4 années de sport mécanique de monoplace en F1, c'est beaucoup trop court. Malgré le fait qu'il ait ses points de super licence en passant, comme quoi les points de super licence, qu'il ne faudrait pas remanier un petit peu ce système-là pour avoir des pilotes qui ont un peu plus d'expérience quand ils arrivent en Formule 1 et éviter d'avoir des jeunes chiens fous. Tsunoda c'est fait, pardon, je me retrouve là sur ma petite fiche. Giovinazzi, j'ai mis 10 sur 20. Dommage qu'il soit ce week-end un petit peu en retrait par rapport à Raikkonen. Parce que Raikkonen marque des points sur ce week-end alors que lui n'a pas marqué, donc ça c'est un petit peu dommage. Après ça reste quand même un week-end solide de sa part, donc c'est pour ça que je mets 10 sur 20 à Giovinazzi. Je continue avec Ricciardo, Schumacher, Russell, 9 sur 20 pour les 3 moyens. Voilà, j'aurais rien d'autre à dire. Ricciardo malmené par Norris, Schumacher un peu timoré ce week-end, mais c'est un circuit où il avait eu une course de F2 très compliquée en 2019. Et puis Russell, pas incroyable non plus, avec des voitures qui ont eu du mal face au As1 pendant tout ce week-end. Donc voilà. Mais il y avait pas mal de changements en coulisses du côté de chez Williams, avec la prise de pouvoir de Josh Capito, notamment. Donc ça a peut-être joué au niveau mental et moral. J'ai mis 8 sur 20 à deux pilotes, Sainz et Latifi. Sainz, il y a un écart de performance qui n'est pas normal avec Leclerc, surtout énormément d'erreurs sur la piste, énormément de blocages avec les pneus notamment. Et puis du côté de Latifi, 8 sur 20. Alors déjà, il y a l'erreur de son équipe qui l'a fait passer par la voie des stands. Bon, ça c'est clair et net, c'est pas de sa faute. Après, il était quand même en retrait par rapport à Russell, et encore une fois, les Williams étaient en retrait par rapport au As. Mazepin, 7 sur 20, en retrait par rapport à Schumacher, pas largement devant les Williams. Pour moi, leur voiture était meilleure, et puis surtout, du côté de Mazepin, derrière Schumacher, et pourtant un Schumacher que j'ai mis timoré, un peu fatigué. Donc c'est pour ça que je mets un 7 sur 20, et puis je termine avec Hamilton 5 sur 20, Bottas 1 sur 20. Bon, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour ces deux pilotes là, à part que c'était vraiment pas la folie sur ce week-end de course, et qu'il va falloir faire mieux et retrouver des couleurs du côté de ces Mercedes. Mais c'est inadmissible pour une équipe de ce niveau de faire ce type de performance, et Hamilton de toute manière, même sans son tout droit, il était en retrait en termes de performance, donc je pense qu'il aurait eu 12 ou 13 grand maximum. Et du côté de Bottas, de toute façon, même il a été nulle part pendant tout le week-end. Donc assez incompréhensible. Je termine avec le classement pilote. Max Verstappen en tête avec 105 points, donc 4 points d'avance sur Hamilton. On retrouve ensuite Perez qui passe 3ème devant Lando Norris.
Puis Charles Leclerc, Bottas, 6e seulement du championnat. 3e résultat blanc de la saison quand même pour Valtteri Bottas. On retrouve ensuite Carlos Sainz, Pierre Gasly, 8e, juste devant Sébastien Vettel. Puis Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon qui perd beaucoup avec ce résultat blanc. On trouve ensuite Lance Stroll. Tsunoda repasse 14e devant Raikkonen et Giovinazzi. J'avais oublié, Giovinazzi avait marqué un point lors du Grand Prix de Monaco. Du côté du classement constructeur, c'est Red Bull qui est devant avec 174 points et qui prend l'avantage par rapport à Mercedes. Peut-être le premier uppercut dans ce match pour le classement constructeur. On retrouve ensuite Ferrari qui prend la 3e place à McLaren, mais simplement 2 points d'écart. Puis on retrouve AlphaTauri face à Aston Martin, 2 points d'écart entre ces deux équipes. Alpine encore en retrait dans ce classement 7e et Alfa Romeo 8e. AC Williams n'ont toujours pas marqué de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Make Production. Ciao ciao.